Alors bonjour Franck. Bonjour Elodie. Alors cette salle dans laquelle tu es en conférence actuellement, puisque tu as repris tes masterclass. Oui, à l'instant. Voilà, finalement elle se prête assez bien à cette interview, puisque j'aimerais vraiment beaucoup qu'on regarde ensemble le monde, notre monde actuel, la période que nous traversons, un petit peu comme un film ou comme une pièce de théâtre, pour qu'on prenne un peu de recul sur l'actualité et que tu nous présentes d'autres angles de vue. Alors, j'espère avoir des angles de vue à présenter qui est novateur, puisque s'il faut trouver quelque chose d'autre, oui, je suis prêt à répondre à tes questions. Voilà, tu es prêt à nous bousculer un peu dans nos certitudes? C'est possible, en tout cas j'aime bien déjà l'idée de la pièce de théâtre. Effectivement, il y a quelque chose de croquignolesque dans tout ça, pour reprendre un terme bien connu. Alors, voir au-delà de ce que disent les médias, c'est le nom de cette nouvelle émission. Merci Franck d'être avec nous. Merci Elodie. On s'installe? Allez. Alors tu sais Franck, en préparant cette interview, au départ je me suis posé la question de comment j'allais te présenter. Finalement, j'ai décidé de ne pas le faire. L'homme imprésentable. Voilà, je me suis dit qu'en fait on allait simplement t'écouter et se donner la liberté en fait de se faire sa propre opinion par rapport à ce que tu vas nous partager, si ça te va. Alors est-ce que tu suis, j'imagine, un peu l'actualité, tu regardes un peu les journaux? Je vis en France. Ouais, voilà. Et puis en même temps c'est pas très compliqué, ça fait 2 ans que le Covid fait les gros titres tous les jours. Oui, effectivement, si c'est ça le sujet, je suis vaguement au courant de ce qu'il y a eu, comme qui dirait une grippe qui est passée par là. C'est ça qui circule. Alors ma première question c'est comment est-ce qu'on peut aller bien individuellement dans un monde où on a parfois le sentiment que tout va mal en fait? Je pense en fait que l'idée c'est simplement de se rapprocher de ses sentiments. C'est pas parce qu'on est assailli d'informations à propos du Covid ou même du fonctionnement du monde en général qu'on ne vit pas notre vie particulière. Pendant que le Covid est là, des gens tombent amoureux, d'autres ont des ruptures, certains tombent malades, d'autres pas, certains s'enrichissent, d'autres s'appauvrissent. Chacun vit sa vie et sa petite récolte de sentiments, et c'est nos sentiments qui font notre vie. C'est pas les informations qui passent le matin à la radio ou à la télé qui font ma vie, c'est les sentiments que j'ai, comment je regarde les miens, comment je regarde le voisin, les sentiments qui me traversent, c'est ça ma vie. Ça n'est pas l'information du moment. Souvent, si tu veux, on me pose la question de comment je vois ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et j'aime bien rappeler en fait que les choses ne se passent pas pour tout le monde de la même manière. La façon que toi, par exemple, tu as eu de vivre cette période n'est pas la façon que j'ai eu de la vivre, ni de personne d'autre au fond. Et on a tendance à faire un déni de cette singularité où chacun vit sa réalité, son Covid à lui, et sa façon d'entrer en relation avec la maladie, l'information, etc. Et c'est là la clé de la réponse. Chacun se sent fonction des sentiments qu'il invite dans sa vie par l'angle de vue par lequel il prend tout ça. Et notre angle de vue reste libre. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent à propos du Covid ou du fonctionnement du monde, mais en fait cette information me permet simplement de savoir comment moi j'ai envie de la prendre, comment moi j'ai envie de la recevoir, quelle importance je vais lui donner, quel pouvoir je vais lui donner, et de ça va naître chez moi un sentiment qui sera, lui, mon expérience, ma vie. Ce n'est pas l'information ma vie, mais mon sentiment la vie. Tu répètes souvent dans des interviews que la vie nous veut du bien. Et justement, ça fait 2 ans qu'on vit masqué, pour certains dans la peur de la mort, de la maladie, pour d'autres dans la peur de la perte de nos libertés. Est-ce qu'elle nous veut vraiment du bien en ce moment, la vie, Franck? Oui, je continue de penser ça parce que évidemment j'utilise cette phrase à dessein pour bousculer, pour provoquer et pour faire le malin. Mais ce que je veux dire par la vie nous veut du bien, c'est que la vie est d'accord avec nous, c'est-à-dire d'accord avec les sentiments qu'on cherche à toucher, à rejoindre. Si je prends un exemple simple, prenons par exemple quelqu'un qui a envie de ressentir sa liberté. Imaginons que cette personne qui a envie de dire « moi je suis un être libre, moi je fais ce que je veux dans la vie, moi personne ne m'oblige, moi je suis libre, je suis libre, je suis libre ». Imagine que cette personne qui veut faire l'expérience de la liberté n'ait jamais connu la prison, ce qui est le cas de la plupart des gens qui parlent de leur liberté.
Donc c'est des gens qui n'ont jamais connu les murs, l'enfermement, la véritable prison, l'empêchement réel, mais qui désirent se sentir libre. Je crois en fait que pour se sentir libre, on doit créer tous les jours le sentiment d'être obligé, le sentiment d'être coincé, le sentiment d'être phagocyté dans des situations dans lesquelles on n'a pas le choix. Et que c'est de regarder la vie comme si elle nous empêchait tout le temps d'avoir le choix qui nous permet de désirer la liberté. Donc j'ai fini par comprendre que quelqu'un qui désire absolument faire l'expérience de la liberté doit se vendre, c'est-à-dire sélectionner dans la réalité de quoi tirer la conclusion qu'elle est empêchée. Et finalement, je vois le lien qu'il y a, c'est-à-dire que lorsque je veux faire l'expérience d'être libre, je dois me vendre que je suis empêché, que tout concourt à me bloquer, me coincer, etc. Et en ça, je trouve que les gens sont exaucés. Vous voulez être libre alors que vous êtes déjà libre, donc vous cherchez en fait à faire l'expérience de votre prison. Voilà, vous faites l'expérience de votre prison. Quand je dis que la vie nous veut du bien, je veux dire que simplement elle a envie d'être d'accord avec nous. J'ai envie d'être victime du gouvernement, je suis victime du gouvernement. J'ai envie d'être victime de la pandémie, je vais me sentir victime de la pandémie. Alors qu'on peut le prendre de bien des manières. Lorsque quelqu'un tombe malade, et ça arrive depuis que le monde est monde, lorsque quelqu'un tombe malade, il ne cherche pas un fautif partout à savoir qui l'a rendu malade, il est tombé malade, c'est tout. Si j'ai envie en fait d'être victime de quelque chose, je vais chercher qui m'a rendu malade. Quand je dis que la vie nous veut du bien, je veux dire que la vie est d'accord avec nous. Elle nous met dans les situations nous permettant de faire l'expérience de ce qu'on souhaite. Donc quand on veut être une victime du système qui s'oppose et se rebelle parce qu'elle ne va pas se laisser faire, elle a toutes les circonstances pour jouer à ce jeu-là, comme une personne qui a envie de dire « Ok, il y a ça, mais ça ne m'empêchera pas d'aimer, de rire, de chanter, de danser », et elle en fait également l'expérience. Alors je vais rebondir un peu sur justement ce que tu dis à propos de se sentir victime, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens, moi notamment que j'ai rencontrés au cours de différentes interviews, qui parfois ont perdu leur entreprise, des restaurateurs, des commerçants qui se sont retrouvés endettés. Il y a des gens aussi qui ont complètement changé de vie pendant cette crise sanitaire, et souvent ils ont le sentiment de se sentir justement victime d'une situation collective, d'une forme de réalité sur laquelle ils n'ont pas de prise. Oui, c'est un peu l'idée. Ce qui a peut-être de novateur dans ma façon de regarder le truc, c'est que je ne veux pas rejeter l'idée que les personnes soient victimes. Je connais des victimes, je sais ce que c'est que d'être victime, je connais la violence de ces situations, et je cherche à créer un autre espace qui coexiste avec la posture de la victime, dans lequel on irait regarder les choses depuis un autre angle de vue. L'idée n'est pas de faire un déni de ce que vivent les gens vivent ce qu'ils vivent, et si une personne se sent victime, elle est victime, puisque la vie des gens, je le répète, finalement c'est leur sentiment. Donc si j'ai le sentiment d'être victime, je suis victime, point barre. J'essaye même pas de remettre ça en cause. J'essaye simplement d'ouvrir un autre espace. J'essaye de pouvoir regarder cette situation et d'agrandir mon point de vue afin d'englober encore quelque chose de plus large. Ok, je suis victime, à cause du Covid, j'ai perdu mon entreprise. Ok, est-ce que je peux encore élargir mon regard pour y trouver quelque chose d'autre ou pas? Donc d'aucuns pourront rien trouver d'autre, parce que voilà, c'est la fin de leur lecture, ils sont au maximum de leur capacité d'abstraction. Ils vont dire voilà, il n'y a que ça, je suis victime, donc voilà, fin de mon histoire, fin de la vie, j'ai perdu. Et puis d'autres, en fait, vont pouvoir regarder le truc depuis d'autres angles de vue et en tirer d'autres conclusions, comme je suis victime de ça et en même temps, ça m'a permis de... Et puis là-bas, la page est libre, elle est blanche et chacun écrira ce qu'il veut, mais pour tout le monde, à mon sens, il y a ça m'a permis de... Ça m'a permis de passer à autre chose, ça m'a permis de rebondir là-dessus, ça m'a permis de retrouver quelque chose de plus essentiel pour moi, ou ça permet. Donc je pense que les situations nous permettent à la fois d'être empêchés, victimes, bloqués, des pauvres petits chats malades, et puis ça nous permet également une autre perspective qui est celle de voir la vie par un nouveau jour, depuis un autre angle de vue. Alors c'est vrai que pour beaucoup de nos contemporains, l'idée c'est de réussir la vie. Donc réussir la vie, en gros, je te la fais courte, c'est accumuler suffisamment de fric pour croire que la mort ne viendra jamais frapper à notre porte, d'amour, de gloire et de beauté pour se croire immortel, invincible et traverser le truc comme ça. Moi je pense que, évidemment, si on regarde la vie comme ça, perdre son entreprise, c'est rater sa vie. Moi je suis convaincu qu'une vie ne peut pas s'échouer, ne peut pas se rater.
Une vie, c'est une vie, il n'y en a pas des plus grandes, des meilleures, des moins bonnes. Dès qu'on dit qu'on veut réussir notre vie, on fait exister l'espace de la possibilité d'échouer sa vie. Et je ne pense pas en fait qu'une vie puisse être une vie échouée. Ça voudrait dire en fait qu'une personne pauvre a échoué sa vie, qu'une personne malade a échoué sa vie, qu'une personne... Ça ne veut plus rien dire. C'est d'une violence inouïe en fait de dire de quelqu'un qu'il a échoué sa vie. Donc je ne vois pas comment on peut continuer de penser que quelqu'un peut réussir sa vie alors qu'on n'est pas d'accord déjà pour imaginer que quelqu'un puisse la rater. Et je crois que ce que le Covid nous permet dans cette situation, c'est de remettre tout ça un peu en perspective. Est-ce que vraiment, ce qu'il y a de plus important pour toi, c'est de réunir les paramètres de ce que tu appelles la réussite, ou est-ce que tu veux la vivre, cette vie? Est-ce que cette crise, elle nous invite aussi à repenser un peu notre vision du bien et du mal Alors oui, mais là je ne vais pas me faire des amis en répondant comme ça à cette question, c'est-à-dire que je vois en fait beaucoup de monde s'arc-bouter sur la question de ce qui est vrai, de ce qui est faux. On est un peu perdu d'ailleurs, il y a beaucoup de flou artistique oui. autour de ça, on entend tout et son contraire, les scientifiques se contredisent, et on est un peu aussi dans une perte de repères. Oui, et je pense que ça ne va pas aller en s'arrangeant. C'est-à-dire qu'on peut chercher la faute, je ne pense pas qu'elle se trouve ni dans les médias, ni dans la façon qu'on a d'aborder l'information de manière générale. Je pense que le monde va vers une perte de clarté quant à ce qui est bien et ce qui est mal. Ce sur quoi étaient fondées nos croyances à propos du bien et du mal, c'est mouvant. Les scientifiques, et là, cette crise justement nous a apporté quelque chose de super intéressant, qui est la différence qu'il y a entre les scientifiques et les scientifiques. Nous avons ceux qui mettent des blouses blanches et qui disent j'ai fait des études, donc je sais, donc je vais vous expliquer, que je n'appelle pas des scientifiques, mais des savants. Et puis il y a les scientifiques, qui eux sont des chercheurs. Et on les reconnaît en fait parce qu'ils doutent. Un chercheur, ça doute. Un chercheur remet tout le temps en cause ce qu'il a trouvé. Un chercheur, c'est quelqu'un qui est en train d'observer un morceau du paradigme et qui le fait pendant 50 ans et qui, à la fin de ces 50 ans, a plus de questions que de réponses. Et la science, c'est ça. Les véritables grands scientifiques sont des gens qui sont encore en train de se demander le fonctionnement du monde, l'ordre du monde, comment tout ceci peut apparaître, naître et mourir, etc. etc. Et je crois en fait que le doute, c'est la science, et que la certitude, c'est l'inverse de la science. Ce que je veux dire par là, c'est que cette crise, elle nous permet surtout de prendre conscience que ce qui est réel pour les gens, ce sont leurs points de vue. Et que finalement, on va avoir tendance à dire un tel dit ça, donc lui il est dans le déni, il a faux ou il est de mauvaise foi. Lui dit ça, donc lui il est dans le vrai, il est le bien, il est l'incarnation du juste. Et chacun essaye de se ranger dans un camp ou dans un autre. Moi je me régale d'observer ça et je me régale de voir chacun se prendre les pieds dans le tapis, parce que ça fait quelques années que je pense qu'il y a autant de vérité que d'humains en train d'observer leur vie et la planète. Ce qui m'avait profondément bousculé, je me souviens, alors que j'étais dans une démarche, j'ai envie de dire plutôt d'émancipation spirituelle, ce qui m'avait le plus bougé, c'est la rencontre avec des scientifiques qui expliquaient que les particules, c'était des gens qui étaient occupés au CERN par le fonctionnement des particules, qui expliquaient que les particules ne se comportaient pas de la même manière selon qu'on les observe ou qu'on ne les observait pas, et que donc l'observateur de l'expérience modifiait l'expérience en elle-même. Et ça, c'était nos plus grandes pointures en sciences qui étaient en train de découvrir ce système-là. Et chez moi, c'est redescendu d'une manière toute simple en comprenant en fait que finalement, c'est celui qui est en train d'observer l'expérience est en train de la teinter. Et il y a autant donc de vérité que de personnes capables d'observer cette vérité. Je pense que plus on va aller dans le temps, plus on va entrer dans cette perspective de ce qu'on commence d'appeler les vérités alternatives ou les faits alternatifs ou les réalités subjectives. Et je pense qu'on y va de plus en plus. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que les gens ne mentent pas, les gens ne sont pas de mauvaise foi, les gens ne cherchent pas à tricher, les gens se regardent simplement le monde depuis un autre angle que le vôtre. Et une fois qu'on aura compris ça, il va falloir apprendre à permettre à chacun son angle de vue. Et c'est toute la difficulté. Aujourd'hui, on est dans un truc où on cherche plus à interdire tout ce qui ne correspond pas à nos idées, puisqu'elles mettent nos propres systèmes en insécurité.
Alors tu as dit quelque chose tout à l'heure pendant ta masterclass, tu nous parlais des masques justement. Et pour toi, si on doit tous être masqués aujourd'hui, c'est pas forcément un hasard en fait. Disons que j'ai le sentiment que ce qui arrive dans la matière est souvent une conséquence de ce qui se produit avant à un niveau, j'ai envie de dire, plus subtil, qu'on pourrait qualifier d'énergétique. Effectivement, ça fait des années que je travaille avec des gens et où je vois avec quelle intensité il est important pour eux de se cacher, de se travestir, de passer pour, de ne pas passer pour. À quel point la peur du qu'en dira-t-on, la peur de l'image, la peur de la vulnérabilité, la peur d'être à nu, la peur d'être au clair, la peur d'être démasqué est importante. Et c'est une telle puissance, cette peur-là d'être démasqué, que ces masques qui avaient jusqu'alors juste une teneur énergétique sont devenus des réalités tangibles. Chacun aujourd'hui sait que voilà, il sort masqué, mais pour moi, oui, ça correspond effectivement à quelque chose de plus profond derrière. Si on essaie de voir au-delà un petit peu de cette crise sanitaire, est-ce qu'elle peut aussi être un moteur vers quelque chose de nouveau? Quelle expérience en fait on est aussi en train de faire? Ah oui, mais ouais, je la considère même pas comme un moteur vers quelque chose de nouveau, mais comme l'apparition symptomatique de quelque chose de nouveau et que je trouve vraiment génial. Alors évidemment, je dis génial parce que la partie pas géniale, je pense que tout le monde l'a déjà rencontrée. À aucun moment, je pense que cette pandémie qui a fait des milliers de morts est un truc génial en soi. Les milliers de morts sont des milliers de morts, c'est des souffrances, c'est des deuils, des enterrements, des familles déchirées. C'est ça, ok, on l'a tous rencontré, on l'a vu. L'autre aspect de ça, l'autre versant de ça, qui me paraît vraiment intéressant, c'est de voir l'humanité enfin confrontée, pour la première fois depuis son histoire, à une histoire commune. À la compréhension en fait que ce qui se passe quelque part dans un village là-bas de Chine va avoir une répercussion sur chacun des humains de cette planète. C'est la première fois depuis que l'humanité est l'humanité que enfin tout le monde comprend à quel point nous sommes liés, à quel point chaque grain de cette immense plage fait bien partie de la plage, compte dans cette plage, et comment en fait l'attitude de chacun a une répercussion sur la vie de tout le monde. Et ce point en fait est un point de souffrance soit, mais en même temps c'est un trait d'union, un endroit où là tout le monde se retrouve, on est dans le même bateau. Et c'est à mon sens une expérience vraiment formidable. Avant en fait, je me souviens, il y a ne serait-ce que 5 ans en arrière, lorsqu'il fallait essayer de faire prendre conscience aux gens que, au fond, nous pourrions nous concevoir comme une seule entité et que nous pourrions être comme les cellules d'un grand corps. C'était quelque chose d'impossible à expliquer. Et aujourd'hui, en fait, on a une matière, on a une réalité autour de ça. C'est un des aspects les plus positifs de cette pandémie. L'actualité a aussi son lot de faits divers, de drames, vous parlez de deuil, de mort aussi. Est-ce qu'il est possible, et souvent ça nous met dans un sentiment d'insécurité, est-ce qu'il est possible justement de sortir un peu de la peur ou ce sentiment d'insécurité, de vulnérabilité que nous renvoie ce monde aussi? Oui, c'est possible, bien sûr. Tout le monde, une fois de plus, nous avons cette croyance que les réactions qu'on doit avoir face au monde sont automatiques et indubitables. Face à un fait divers, d'aucuns vont se ressentir terrorisés, d'autres fortement blessés, d'autres parfaitement indifférents, d'autres dans une douce empathie, et ainsi de suite. Et on ne peut pas nous forcer à ressentir ce qu'on doit ressentir. Chacun ressent ce qu'il ressent. Donc évidemment, on n'est pas tenu d'avoir peur ou de s'insurger pour ceci ou de trouver ceci grave, ou etc., etc. Nous avons encore, Dieu merci, et c'est une liberté qu'on ne pourra pas nous enlever, la liberté de ressentir ce qu'on a envie de ressentir. Est-ce que finalement sortir de la peur, c'est accepter aussi d'avoir peur ?
Moi, c'est la piste que je prends. En général, j'ai remarqué que lorsque je souhaitais me débarrasser de quelque chose, il fallait simplement que j'accepte que ça soit à moi, d'accepter de le posséder, d'accepter d'être comme ça. Et c'était pas en tentant d'éradiquer quelque chose qu'on l'évacuait. En général, on lui donne de la force. C'est en acceptant d'être cette chose, de digérer cette chose comme étant soi. Et c'est ça qui permet de transcender l'expérience en général. En tout cas, ce serait ma façon de faire, oui. Pour me débarrasser d'une peur, je vais plutôt accepter de la voir, accepter qu'elle soit à moi, accepter que ça soit qui je suis, et ça va finir par être intégré comme le reste, comme faisant naturellement partie de moi. Et plus je vais essayer de l'évacuer, de lutter contre, plus finalement je vais lui donner de force, d'importance, de puissance, et plus elle va devenir obnubilante dans ma vie. Alors il y a quelques années, j'ai assisté à une de tes masterclass et tu as prononcé cette phrase « Sans la peur de la mort, nous n'aurions aucune notion de l'amour ». Oui, oh, c'est beau. C'est très instagrammable aussi. Merci, ça, hein, c'est instagrammable. Je pourrais la redire. Oui, évidemment, souvent on oublie ça dans l'équation parce que nous sommes inconsciemment dressés contre cette idée de la mort. Évidemment, puisque la mort de l'autre, l'absence de l'autre nous déchire tellement qu'on se bat bec et ongles pour pas que ça n'arrive. Cela dit, si nous étions effectivement des êtres éternels, la vie perdrait immédiatement son goût. Si aujourd'hui tu fêtais ta 2 millionième année, tu aurais fait toutes les expériences planétaires possibles et tu n'aurais plus qu'un souhait, faire l'expérience, la dernière, celle de enfin disparaître, celle de mourir. Et c'est parce que la mort nous accompagne à chaque pas de notre vie que nous sommes des êtres temporels, des êtres éphémères. C'est le côté éphémère de l'expérience en fait qui la rend intense. Si on ne savait pas qu'on allait mourir, si on ne savait pas que nos enfants pouvaient mourir, l'amour qu'on aurait entre nous n'aurait pas cette même puissance, cette même force. Et effectivement, c'est le côté temporaire, temporel, qui donne toute la magie, tout le goût de la vie. Donc je pense évidemment que lutter contre la mort, oui, alors dans une certaine limite alors. Alors l'amour, justement Franck, tu vas nous en parler en 2022, on va faire un point sur ton actualité. Alors Franck, en 2022, tu vas nous parler d'amour, tu vas nous parler du couple puisque tu es en train de préparer un talk show. Alors chacun a un peu sa conception justement de l'amour et du couple. Toi, quelle est ta vision de l'amour? Oula, ça va être trop compliqué en une seconde, large. Mais ouais, ça commence très large. Mais le premier truc en fait qui sort pour moi, c'est l'amour, c'est quand c'est l'abdication, c'est l'abandon, c'est quand on se laisse faire. Et oui, effectivement, je vais faire quelque chose sur l'amour parce que je reçois beaucoup de monde et 9 fois sur 10 la question c'est ça, hein, c'est la question de la solitude, du couple, de faire à deux, l'amour, les relations, etc. Donc voilà, on va fabriquer un petit truc autour de ça avec mon compagnon de route, Arnaud. Et voilà, c'est un des projets de 2022. Oui, c'est ça. Alors moi, justement, c'est vrai qu'autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui sont célibataires, qui attendent de faire la rencontre, de vivre l'amour avec un grand A. Ouais. Un petit conseil à leur donner, peut-être? Ouais, enfin, déjà, débarrasse-toi de cette idée. Voilà, ça, on abandonne tout de suite l'idée. Ce dont le truc à abandonner tout de suite, c'est le grand A, déjà. Et puis, l'idée, c'est une idée, évidemment, qui fait des ravages, qui est la croyance, en fait, que quelqu'un est fait pour nous. Alors que en fait c'est celui qui est là qui est fait pour nous, c'est ce qui se présente, c'est ce qui est là et c'est ce qu'on fait avec ceux qui sont là qui est important. Pas de savoir où est caché le bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont ici. Quel est le plus gros problème qui fait que le couple ne fonctionne pas selon toi? Les gens se protègent de ceux qu'ils aiment. Et c'est ça le problème. Ils se protègent des seules personnes qui au fond ne leur veulent pas de mal. Et tout le problème vient de là, d'une espèce de confusion. Tant qu'on n'a pas compris que nous étions à la source de nos propres malheurs, on pense qu'ils viennent de l'extérieur et il devient donc tout naturel de se protéger.
Et quand on se protège, ben voilà, les armures n'étant pas filtrantes, quand on se protège d'une histoire d'amour, on se protège d'un chagrin d'amour. Quand on se protège d'un chagrin d'amour, on se protège d'une histoire d'amour. Donc il faut accepter d'emblée d'être blessé, de souffrir quand on entame une histoire. Oui, ça fait partie de la vie et c'est vrai que l'idée de vivre la vie sans passer par les bas de la vie, juste en touchant des moments hauts, est un fantasme total qui aboutit à des faux couples type on ne se voit que pour le meilleur, hein, c'est-à-dire on ne va se voir que pour les hauts et on se cachera pour aller blesser, vivre nos blessures en cachette parce que les oiseaux se cachent pour mourir. Mais non, je pense que accepter les hauts et les bas est la seule possibilité. Alors, je voudrais rebondir aussi sur une question sur l'amour qui est en lien avec ton livre, parce que ton livre, Ton autre vie, on va en parler dans quelques minutes, parle beaucoup de la notion du « et », d'abandonner le « ou » en fait pour le « et », si j'ai bien compris. Oui. Et dans le couple, est-ce qu'on peut justement être en couple et vivre son individualité, entre guillemets ? Exactement, c'est une des pistes. Quand je parle de traiter l'autre en menace ou comme une hostilité et de s'en protéger, évidemment je parle également de la notion de la croyance qu'il faut être autonome et indépendant, qui en fait sont des guerres cachées, des guerres larvées qui aboutissent toujours à des ruptures. L'idée, c'est de voir comment on peut s'abandonner dans une relation et arrêter de chercher à garder une sorte de porte de sortie toujours ouverte. Alors ton livre, Ton autre vie, justement, si on veut en savoir plus, justement sur ta façon de penser, ta façon de voir les choses, ta philosophie, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui. Alors, si on veut te rencontrer, Franck, en 2022, il y a des masterclass, donc ça commence ici à Paris, mais tu vas en donner d'autres, à Nice notamment. En Suisse, on peut aller sur ton site internet pour avoir un petit peu toutes les informations, toutes les dates. Si on ne peut pas se déplacer, là aussi, il y a aussi une solution. Tu nous prépares un espèce de medley, j'ai envie de te dire, même pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui voudraient rattraper un peu leur retard. On a déjà créé, avec Arnaud, on a déjà créé une vidéo qui s'appelle Le Processus, qui est en fait une compilation qui dure finalement en quatre paliers, mais au total 52 heures de vidéo, qui sont une compilation classée, rangée d'une tournée de masterclass que j'avais donnée en 2018-2019, où effectivement là il y a énormément de matière. C'est aussi une des bonnes pistes pour me rencontrer sans me rencontrer. C'est ça. Alors on va s'arrêter là, Franck, parce que là tout le monde s'installe dans la salle. Oui, voilà, il y a quand même un masterclass à reprendre. Merci beaucoup. J'étais très honorée que tu acceptes de te prêter au jeu de mes questions. Merci. Et que tu répondes en toute franchise. Merci. Merci.